invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Adrien Dumas est à nos côtés, le directeur des investissements de Mandarin Gestion. Bonsoir Adrien. Bonsoir Grégoire. Axel Bott est avec nous également, le directeur de la stratégie de marché d'Ostrom Asset Management. Bonsoir Axel. Bonsoir Grégoire. Et Florent Vabon qui nous accompagne également ce soir, économiste chez Ecofi. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Merci messieurs d'être là, ravi de vous retrouver pour évoquer donc cette nouvelle séquence après la séquence de menaces tarifaires dont le pic a été atteint peut-être le jour du 8 avril, en l'occurrence. On entre dans la séquence où des accords sont en train d'être formalisés ou à minima verbalisés par les administrations en charge, côté chinois, côté américain. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà des risques qui disparaissent avec la verbalisation de ces accords? Est-ce qu'il y a un certain nombre de risques extrêmes, peut-être, macroéconomiques, qui disparaissent aujourd'hui, Florent? Alors, ça veut dire qu'effectivement, les droits de douane sont un petit peu moins élevés qu'auparavant, a priori. Pour l'instant, on est encore aux phases de négociation. Il y a eu un premier accord avec le Royaume-Uni, et il semblerait qu'il y en ait un bientôt avec la Chine. On est sur une pause aussi, donc ça écarte des droits de douane qui, jusqu'à présent, étaient évalués aux alentours de 25% à peu près. On les rabaisse, alors ça dépend des calculs que l'on peut faire, mais aux alentours de 13-14%. Donc, c'est-à-dire une facture un petit peu moins élevée. Ça, c'est le péage à l'entrée, le péage moyen à l'entrée du marché américain. Mais ça veut dire aussi qu'on est quand même dans une situation où les droits de douane qui sont établis aujourd'hui sont quand même bien plus élevés qu'avant l'investiture de Donald Trump. Il ne faut pas l'oublier. Pour les marchés, vous l'avez dit, c'est une levée d'incertitude, en tout cas un tout petit peu plus de visibilité, donc c'est favorablement accueilli, mais pour l'économie américaine, ça veut quand même dire que dans les tuyaux, on en parlera peut-être, il y a potentiellement des hausses d'inflation à attendre. D'accord. Et donc, du pouvoir d'achat pour les ménages qui se réduit aussi. Donc le narratif de stagflation entretenu ces derniers temps, en tout cas le narratif d'avoir peut-être une remontée des prix, choc de prix relatif ou inflation, comment est-ce que vous l'appelez, Florent, couplé à un ralentissement naturel de l'économie américaine, ce schéma-là, il reste valable sur le plan macro, là. Ouais, en termes de terminologie, c'est vrai que j'aime pas trop stagflation. Mais... non, mais il y a cette idée. Alors, jusqu'à présent, il y avait cette idée que l'inflation allait monter d'un coup d'un seul. Ouais. Que c'était une grosse marche à la hausse, quoi. On a l'impression qu'avec toutes les annonces qui ont été faites, les entreprises avaient... Enfin, c'est même pas on a l'impression, on peut le percevoir d'ores et déjà, que les entreprises ont constitué des stocks, n'ont pas encore augmenté leur prix. Ouais. Typiquement, dans le dernier rapport d'inflation, pas celui qui sera publié demain, mais le précédent, on n'avait pas véritablement vu de hausse de prix massive sur tous les produits concernés, que ce soit les produits électroniques, les vêtements, etc. Donc on va décortiquer justement les chiffres à venir, mais on a quand même l'impression que ça ne va pas se faire d'un coup d'un seul, que ça va être un peu plus graduel. Mais qu'il y a quand même des hausses de prix dans les tuyaux. Ça, j'insiste là-dessus. Ouais. Et ça veut dire que potentiellement, il pourrait y avoir de mauvaises surprises sur l'inflation dans les mois à venir. Encore une fois, ce sera progressif, graduel. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est quand même un choc de prix, appelons-le comme on veut, mais c'est un choc de prix quand même. Et après, s'agissant des ménages et des entreprises, pour le moment, ce qui apparaît dans les données, c'est que c'est le ressenti qui est très négatif. Dans les données réelles, quand on mesure la consommation, ça ralentit. Mais j'ai envie de dire, on ne sait pas si c'est uniquement du fait des droits de douane ou si c'est naturel, entre guillemets, parce que le trimestre précédent, c'était très fort. Donc on n'en a pas encore véritablement les effets dans les chiffres réels. L'investissement, la consommation des ménages, on ne la voit pas encore flancher sous l'effet des droits de douane. Ouais. Donc il pourrait même y avoir un moment où le ressenti des ménages et des entreprises s'améliore et que dans le même temps, les données réelles, cette fois-ci celles qui sont mesurées dans les comptes nationaux, baissent. Ouais. Mais vous attendez quand même un choc, finalement, comme vous le dites, graduel, plus diffus que ce qu'on pouvait craindre. Beaucoup de banquiers centraux nous disaient, encore ces derniers temps, qu'on n'aurait pas à l'été peut-être tous les éléments pour juger sur pièce de l'impact des tarifs américains. Effectivement, cette période de diffusion, elle va être peut-être encore plus longue que ça aujourd'hui. Alors, il y a moins d'incertitudes, mais il y en a encore. Ouais. On n'est pas à l'abri que du jour au lendemain, il y ait une nouvelle annonce qui soit faite ou il y a quelques jours, c'est presque passé inaperçu, mais au moment où Scott Bessent était en train de monter au créneau pour dire on est en train de mettre en place des accords avec la Chine, le Japon potentiellement, etc., Donald Trump a dit je vais taxer les productions audiovisuelles hors des États-Unis. Oui. C'est sorti de nulle part. Non. Donc on n'est pas à l'abri de ça. C'est-à-dire que vous avez quand même une incertitude sur la politique économique américaine qui de toute façon pénalise les intentions d'investissement. Ou les intentions de consommation éventuellement, parce qu'on ne sait pas véritablement comment ça va se passer. Et donc pour la Fed, c'est beaucoup d'incertitudes.
et toujours des résultats d'enquête attendus sur des secteurs comme la technologie, les semi-conducteurs, la pharmacie, etc., qui potentiellement peuvent déboucher là aussi sur des tarifs ciblés, sectoriels, spécifiques. Axel, qu'est-ce que vous retenez de cette première série d'accords ? C'est vrai qu'il y a eu aussi l'accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni, donc un allié historique, stratégique. Est-ce que ça peut servir de playbook pour d'autres deals avec des pays ou des zones alliées ? Et puis, l'idée de cette trêve de 90 jours entre les États-Unis et la Chine. Qu'est-ce que ça appelle comme commentaire ? Oui, ce qu'on décrit comme étant un accord est déjà très préliminaire en réalité, puisqu'il nous manque à peu près tous les détails, et notamment les contreparties peut-être britanniques, avec cette baisse de tarifs qui est presque entérinée par l'administration Trump. Mais on entérine aussi un environnement dans lequel les tarifs seront plus élevés. Donc, je ne sais pas si c'est un mal pour un bien ou l'inverse. Donc, on verra ce qu'il advient d'attaque sur les services numériques. Il y a la question de l'audiovisuel qui potentiellement va affecter le Royaume-Uni, par exemple, sur les productions vers les États-Unis. Donc, il y a encore beaucoup de questionnements. Et je dirais que la relation bilatérale avec le Royaume-Uni était la plus facile à traiter pour l'administration Trump, parce que c'est un des rares pays avec lesquels ils avaient un surplus. Donc ça pose toute la question de savoir ce qui va advenir de l'Europe, etc. On voit déjà, on est passé à l'étape suivante sur la pharmacie avec les discours de Trump de tout à l'heure. Donc non, on a comme ça des sursauts du marché qui traduisent plus une certaine myopie et l'envie d'y croire, quelque part, qu'une réelle résolution. Et puis, effectivement, on est en train de passer de cette phase d'incertitude et du choc de prix anticipé à la réalité d'une économie qui va être confrontée à des problèmes d'approvisionnement qui rappelleront probablement le Covid. D'ailleurs, Bessène, dans sa communication de ce matin, disait qu'il y avait 5 ou 6 secteurs clés dans lesquels il craignait des pénuries particulières. Donc je pense que c'est tout ça est l'enjeu des prochaines négociations avec la Chine notamment, puisque c'est là qu'est le principal, hormis la zone nord-américaine, fournisseur d'importation. Donc voilà, on va apprendre à vivre avec une autre économie aussi. Donc on va peut-être rentrer au-delà du choc d'incertitude dans peut-être un bear market cyclique, ou en tout cas un affaiblissement plus cyclique et tangible de l'économie. Il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Évidemment, les références bougent un peu tous les jours là, aujourd'hui, avec les interventions de Trump. Et le risque macro sur l'économie américaine, il n'a pas disparu. Pour dire les choses clairement, le risque de récession, il reste présent là aujourd'hui, Axel ? Le risque de récession, il est présent parce que en général, dans les récessions, ce qui fait la balance, c'est les décisions d'investissement. Si l'imprévisibilité de la politique économique américaine se traduit par beaucoup moins d'intentions d'investissement, on l'a vu, y compris parmi les Mag 7, d'ailleurs, quand on réduit un peu les perspectives d'investissement dans les data centers, on enlève 15 ou 20 milliards d'investissements, là où il y en avait 80. C'est des sommes lourdes. Oui. C'est des sommes lourdes, et ça se verra sur le plan macro si ça se concrétise. Donc il y a cet aspect-là qui peut être l'investissement, ça conditionne l'emploi, donc ça conditionnera in fine la consommation. Et là-dedans, on est toujours en train de discuter d'un budget qui est très difficile à drafter, compte tenu du fait que peut-être que le marché qui peut s'occuper que d'une chose à la fois est passé des tarifs à la problématique budgétaire de nouveau, avec les tensions qu'on voit aujourd'hui sur les taux. Et tout ça peut être annulé par un mouvement de taux qui serait désordonné, à la fois la performance boursière, mais aussi les perspectives économiques, parce qu'il y a un niveau de taux qui forcera le ralentissement aussi. Donc on est toujours dans cette période un peu charnière, on passe du choc d'incertitude à peut-être quelque chose d'un peu plus concret dans la détérioration des données. Mais on reste dans cette période dite de transition, comme l'a appelé Donald Trump. Bon, sur ces deals, ou alors je ne sais pas comment on les appelle, les prémices d'accords commerciaux, notamment avec la Chine, comment est-ce que vous regardez les choses, Adrien ? Beaucoup de patrons qui ont eu l'occasion de s'exprimer ces derniers temps ont tous pris acte du fait qu'il y aurait plus de tarifs sous Trump qu'il y en avait précédemment. Visiblement, ce qu'ils demandaient instamment, c'était fixer le niveau des tarifs, qu'on puisse nous s'adapter, mettre en place nos organisations, nos leviers d'ajustement et qu'on reprenne le business, quoi.
Oui, non, clairement. Moi, je trouve que c'est très surprenant d'un point de vue calendrier que la Chine arrive rapidement comme étant un pays avec lequel les discussions ont avancé, en fait. Je pense que si on se replace il y a 2-3 semaines, on comprenait que les discussions bilatérales, par exemple, qu'avaient les États-Unis avec le Japon, avaient comme un peu angle mort la relation entre le Japon et la Chine. Ouais. Et une des discussions, en tout cas pour les États-Unis, c'était clair qu'il fallait essayer de faire comprendre à certaines de leurs parties et partenaires économiques que la relation qu'ils avaient historiquement avec la Chine devait être un petit peu revue. Et donc on arrive quand même, malgré tout ça, à aujourd'hui déjà des discussions assez avancées avec la Chine. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne surprise, une bonne nouvelle, aussi d'un point de vue chinois. Ça veut dire qu'on a peut-être mis un peu de côté effectivement ces relations bilatérales avec d'autres pays et qu'on ne va pas imposer à la Chine, ou en tout cas avec des partenaires économiques de la Chine qui ne sont pas les États-Unis, d'autres contraintes. Ça c'est le premier élément. Le deuxième c'est, quand on regarde un peu les publications et les commentaires des entreprises dans des résultats du premier trimestre, toutes pensaient à des hausses de prix qui allaient arriver dans l'ordre de l'été. Et donc je pense que là, il y a un peu une prise de conscience du côté américain qu'effectivement les hausses de prix étaient devant nous et donc il fallait peut-être agir rapidement pour éviter qu'effectivement ces hausses de prix soient trop importantes et un effet récessif marqué dès cet été. Je pense on ne va pas parler du pouls de Trump, mais il y a quand même l'idée de revenir un petit peu sur quelque chose qui vise à protéger contre une forte détérioration du sentiment économique américain avec un peu plus de pragmatisme à court et moyen terme. Donc moi je le regarde sous ce prisme-là, effectivement avec quelques chiffres qui permettent un peu aux industriels de commencer un peu à se préparer et d'éviter le côté on ne sait pas où on va et donc on coupe tout quoi. Voilà exactement. On coupe les investissements, on remet tout en cause. Et moi je trouve que c'est très visible dans les résultats du premier trimestre là aussi. On a beaucoup de débats sur le premier trimestre qui a montré des mauvais chiffres d'un point de vue américain, alors avec un effet du climat, de la mauvaise météo. Il y a plein d'éléments qui viennent peser sur les chiffres du premier trimestre aux États-Unis. Mais du point de vue industriel, les chiffres étaient dans l'ensemble quand même plutôt bons. Autant le consommateur, effectivement, avec cet effet de ressenti, a commencé à mettre un pied sur le frein. Côté industriel, pour l'instant, ça tenait plutôt bien. Et donc, lui donner de la visibilité à tout ce pan industriel américain, je pense que c'est pas neutre là, à l'heure où on se parle. Ouais. Donc, moi, je trouve quand même que les projections de détérioration économique aux États-Unis, on est quand même en train un peu de mieux les calibrer. Il y a quelques bureaux de recherche qui ont déjà décalé leurs attentes de baisse de taux plutôt sur juillet, voire août, plutôt qu'en juin. Ouais. On attendait quand même, je vous rappelle, il y a entre 3,5 et 4 baisses de taux il y a à peine 2 semaines. Il n'est pas improbable qu'on revoie un petit peu ce scénario de manière un peu moins agressive là, à court et moyen terme. Bon. Et sur le deal, vous dites, c'est le deal US-Chine, désolé, je vais un peu vite en besogne, mais cet accord verbalisé, formalisé, avec une première rencontre et d'autres rencontres à suivre, évidemment, pour avancer plus en profondeur sur un accord peut-être plus profond. C'est gagnant-gagnant, c'est comme ça qu'il faut le voir. Je trouve que c'est un message fort vis-à-vis du sentiment économique américain. Et je trouve que côté chinois, réussir à négocier directement avec les États-Unis et sans passer par d'autres discussions bilatérales, je trouve ça assez fort. Ouais. Le marché chinois a fortement réagi ce matin. Alors c'est un peu compliqué à lire parce qu'il n'y avait plus que Hong Kong qui était ouvert une fois que l'annonce a été faite après 9h. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un marché chinois qui performe bien. Ce qu'on voit depuis le début de l'année, l'installation de Trump à la Maison-Blanche. Et on ne connaît pas les concessions côté chinois. Mais là aussi, il y aura peut-être des éléments qui sortiront progressivement, mais je pense que c'est un message assez fort. Ça questionne quand même la stratégie de Trump finalement. C'est-à-dire qu'il nous a vendu ça comme étant quelque chose de très bien ficelé, avec un architecte derrière, Stephen Myren, qu'on n'entend plus vraiment d'ailleurs. Maintenant, il a mis Scott Bessent devant. Et finalement, ce dont il s'est rendu compte a priori, on n'en sait rien, c'est que les autres pays n'ont pas tout de suite abdiqué. Ils se sont même concertés entre eux d'une certaine manière, en essayant de développer d'autres marchés ailleurs, plutôt qu'aux États-Unis. Et donc, il s'est heurté à une sorte de mur, même le Japon. Il a même consolidé des positions, je ne vais pas dire des positions anti-américaines, mais des positions qui visent à réduire la dépendance, justement, par rapport au marché américain. C'est assez étonnant. Et justement, je rejoins ce qui a été dit sur l'espèce de myopie qui a gagné le marché. C'est-à-dire que finalement, on se demande quand même quelle est la crédibilité de la politique économique américaine aujourd'hui. C'est-à-dire, quelle est la stratégie ? Alors, sauf s'il y a un agenda caché qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, je ne sais pas, peut-être qu'on est trop bête et qu'on n'arrive pas à lire ce que veut faire Donald Trump, je n'en sais rien. Ce que l'on constate actuellement, c'est qu'il revient effectivement en arrière et qu'on ne comprend pas véritablement la stratégie. La stratégie, c'était réindustrialiser les États-Unis par le biais des hausses de taxes pour ramener la production sur le sol américain.
Mais je crois qu'elle reste la stratégie telle qu'elle a été expliquée encore par Scott Bessent. Alors tout dépend qui explique la stratégie, je suis bien d'accord. Mais quand elle est expliquée par Scott Bessent aujourd'hui, c'est assez clair. Il faut que... Alors les États-Unis qui sont un énorme marché de consommation, peut-être qu'il faut qu'ils produisent un peu plus, mais surtout la Chine qui a un énorme marché de production et d'exportation. Accusation de mercantilisme, il faut que ce soit un marché qui consomme plus et évidemment il faut que le marché chinois s'ouvre beaucoup plus aux produits américains qu'il ne l'est aujourd'hui. Et Donald Trump le dit lui-même à l'occasion de la conférence de presse, il dit le plus important finalement c'est que le marché chinois s'ouvre plus aux produits et aux services américains qu'il ne l'est aujourd'hui et ça c'est plus important que les recettes tarifaires qu'on pourrait enregistrer pour le trésor américain. Il y a toujours les deux arguments. Est-ce que c'est un outil de recette fiscale, budgétaire ou est-ce que c'est un outil de rééquilibrage du commerce? Là on est dans cette phase-là. On comprend l'idée mais si vous êtes une entreprise américaine, vous avez une telle instabilité politique, je vois mal comment vous pouvez prendre des décisions d'investissement. Ouais. Déjà, quand l'environnement économique est par essence incertain, toujours, là, il l'est encore plus. Et donc, comment vous faites? Et donc, je rejoins aussi ce qui a été dit. L'enjeu, c'est l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, elles pourraient être tentées de geler les embauches, ralentir les décisions d'investissement, voire même les annuler potentiellement. Et l'étape d'après, quelle est-elle? C'est la réduction. Alléger la masse salariale. Donc, les licenciements, la hausse du taux de chômage. Et dans ce cas-là, vous pourriez avoir une hausse de l'inflation et une hausse du taux de chômage. Le pire des scénarios. Voilà. Qu'on n'appelle pas stagflation, mais quel est le pire des scénarios? Inflation acyclique. Inflation acyclique. Oui, c'est le marché. Alors, le marché a toujours raison, mais on verra ce qu'il en est. On a effacé complètement. Le marché a complètement encaissé le choc de Liberation Day. La plupart des grands indices actions en Chine, en Europe, aux États-Unis sont revenus sur les niveaux qui prévalaient avant le 2 avril. Pour un stratégiste, enfin, je veux dire, on peut voir encore du potentiel, de l'upside. Ou est-ce que ça devient compliqué à ce stade? On peut en voir jusqu'à la publication des UT2, c'est-à-dire mi-juillet, en espérant qu'entre-temps, on ait peut-être un message un petit peu plus favorable de la Réserve fédérale, qui, me semble, est un peu cornérisé par Trump aussi, dans le sens où agir préventivement n'est pas possible aujourd'hui, sinon ce serait donner raison à Donald Trump. Et dans le même temps, maintenir une politique monétaire trop restrictive, si tant est qu'elle est restrictive, face à ce type d'inflation n'a aucun sens. L'inflation telle qu'elle ressort aujourd'hui est une taxe qui peut être atténuée par la politique budgétaire. Donc, de toute façon, pas tous les éléments pour prendre la décision aujourd'hui. Mais on peut imaginer que juin, c'est un meeting où ils vont recalibrer leur scénario macro. Forcément, le T1 était sans doute bien moins bon que ce qu'ils avaient imaginé. Donc, mécaniquement, il y aura peut-être un petit ajustement sur la croissance. Sur l'inflation, on n'aura que 2 chiffres d'inflation, encore non, un seul, d'ici le mois de juin. Donc, un seul avec un PCI. On va peut-être se cacher derrière la différence de traitement entre le déflateur et le CPI parce que le déflateur va mieux prendre en compte notamment les arbitrages qui sont faits par les ménages face à ces hausses de prix que le CPI dont les poids évoluent moins fréquemment. Donc on pourra toujours trouver la justification pour avoir une politique, peut-être un discours un peu plus dovish. Et la seule chose qui leur reste, c'est en espérant que le marché de treasuries ne déraille pas. Ouais. Auquel cas, il sera obligé, comme je pense qu'on a vraiment eu peur que ce soit le cas, début avril, il serait obligé d'intervenir. Donc, il y a un chemin vers un petit peu plus d'upside, mais il faut quand même que, je pense que les signaux de politique économique compensent l'incertitude tarifaire et que les publications du T2 arrivent suffisamment tard pour qu'entre-temps, on est un peu monté. Est-ce qu'ils sont en capacité, l'administration américaine, là, d'apporter une visibilité fiscale, budgétaire rapidement? Scott Bessent est interrogé de plus en plus souvent sur le projet de loi fiscale budgétaire. Les derniers commentaires qu'il faisait aujourd'hui étaient que ce projet
avançait bien, visiblement, au Congrès, de son point de vue, et même au-delà, peut-être même de ce qu'il pouvait espérer ces derniers temps. Il y a un rendez-vous qui va vite être important, avec des questions de plafond de la dette. Enfin, on revient toujours sur les mêmes sujets aux États-Unis, mais l'échéance est assez rapide maintenant. Alors, a priori, on a les chiffres du budget d'avril ce soir, donc ça nous donnera étant donné qu'avril, il y a des grosses recettes fiscales, c'est ça qui nous donne vraiment le timing de la date à laquelle l'État américain sera en défaut technique. A priori, Bessent laissait entendre que c'était plutôt du fin août, ce qui nous donne beaucoup de temps quand même pour arriver, disons, début juillet, pour finalement drafter ce budget qui devrait comporter des baisses d'impôts qui sont en train d'être un petit peu rabotées. On parle d'une hausse de la fiscalité pour les plus riches, au-delà de 2,5 millions de dollars annuels. Ce qui est beaucoup plus compliqué à faire passer, c'est les coupes-sondes dans les programmes type Medicare ou SNAP, qui est le programme les bons alimentaires. Ouais. Et donc ça, parce qu'on va peut-être requérir le fait que les plus pauvres prouvent qu'ils aient envie de travailler pour avoir accès au Medicaid, immanquablement, très vite, vous avez forcé quasiment 14 millions de personnes à être dans une situation extrêmement, extrêmement difficile. Donc ça, évidemment, ça va être très difficile à vendre dans les États républicains où il y a beaucoup de pauvres. Et donc, le budget, il n'est pas facile du tout à faire passer, étant donné que Trump veut qu'il y ait des baisses d'impôts très significatives. Donc, et les recettes douanières, même si ça ne rentre pas directement dans ce qu'on appelle la Reconciliation Bill, c'est anecdotique par rapport à l'ampleur de l'assouplissement qui est envisagé par Trump et la proposition qui est passée à la Chambre déjà, mais qui évidemment rencontre l'opposition du Sénat, d'où le processus de réconciliation. Donc c'est très compliqué, sachant qu'on a déjà une dérive budgétaire significative depuis le début de l'année fiscale. On est à une dérive qui est de l'ordre de 260 milliards sur les 6 premiers mois, sur un déficit qui est déjà autour de 2000 milliards. Donc Musk n'a rien fait du tout. Ça, on pouvait le pressentir, mais on le voit dans les chiffres. Donc on n'a plus tellement de temps à perdre, ni de marge de manœuvre budgétaire, en fait. Et on va les consommer quand même, à l'américaine, quitte à ce que le marché dise non, quoi. Et que les taux s'envolent. Donc bon, d'ailleurs, on voit dans les actifs américains qui remontent, il y a les actions, il y a le dollar. Il n'y a pas les treasuries. Aujourd'hui, c'est encore une séance où on voit des taux longs se tendre un peu aux États-Unis. Bon, il y a peut-être aussi un peu moins de risques, effectivement, sur la croissance, potentiellement, qui peuvent justifier ce mouvement. Sur les marchés actions, justement, Adrien, donc tout le monde est revenu sur les niveaux du 2 avril. Et maintenant ? Non, c'est une bonne question. Je pense que le rendez-vous du deuxième trimestre sera effectivement un bon point. On avait un premier trimestre alors où il y avait des surstockages dans certains secteurs, d'autres où effectivement on a aussi bénéficié de la baisse du dollar dans pas mal d'industries qui ont permis aussi quand même de pas mal défendre les marges. On va rentrer dans la période deuxième trimestre, troisième trimestre où les entreprises s'attendaient à monter les prix pour compenser certaines hausses de matières premières ou l'effet des barrières douanières. Donc, ça va être intéressant de mesurer tout ça. Moi, je trouve, de nouveau, sur le côté industriel, je trouve que les montants d'investissement sont toujours là, les ambitions d'investissement sont toujours là. Elles se confrontent un peu effectivement à la réalité de est-ce qu'on va vraiment réussir à relocaliser tout ce qu'on voulait relocaliser. La question est un petit peu là. Il y a quelques secteurs qui attendent notamment la clarification autour du Inflation Reduction Act. On devrait savoir d'ici la fin du mois de mai si tout ce programme d'investissement sur le sol américain va être prorogé, coupé en partie, amendé. Là, ça donnera un peu de visibilité sur certains secteurs. Il y en a d'autres où il y a encore plein de questions. On a parlé, je crois que ce week-end, dimanche, Donald Trump a ouvert le sujet de l'aviation commerciale. Est-ce que là aussi, en Europe, il y a des enjeux de tarifs douanières ou pas ? Est-ce que ça a des conséquences ou pas sur la compétitivité de l'industrie américaine ? Donc, il y a encore quelques endroits où il y a quand même encore un peu de discussion et d'incertitude. Dans l'ensemble, il y a un sentiment du consommateur qui est quand même un peu compliqué et je trouve des secteurs industriels qui se portent plutôt bien. Justement, sur la répartition de la charge tarifaire, comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors, j'imagine que c'est secteur par secteur, entreprise par entreprise, mais est-ce qu'il y a quand même des grandes lignes qui se décident ? Est-ce que c'est le maximum payé par le consommateur ? Est-ce que
Déjà, je vois que... souvent, c'est le maximum payé par le consommateur. D'accord. Pour plusieurs raisons. D'abord, les entreprises ne vont pas monter les prix 3, 4, 5 fois en fonction de comment évoluent les tarifs douaniers. Donc, on a tendance souvent à faire fort. En une fois. Voilà. Et elles ont encore ce pouvoir. Enfin, oui. Je veux dire. Je pense que le Covid, la période post-Covid leur a montré qu'elles avaient la capacité à monter les prix. Donc, elles ont plutôt confiance dans l'idée de monter les prix. Le Covid, on a envoyé des chèques quand même aussi. Je me souviens. Oui. Américain. Oui. Le parallèle avec le Covid, il s'arrête aussi sur le choc de demande qu'on a pu avoir aussi. Un peu plus challengé que ce qu'elle a été. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, un secteur par exemple qui est très concurrentiel, qui est la fabrication de baskets, qui est quand même très soumise au sujet des tarifs douaniers, puisqu'on a eu beaucoup de pays de production qui ont été concernés. Là, on a vu déjà des hausses de prix très importantes, et on se constate que toute l'industrie a suivi de manière très importante. Alors, on n'a pas encore les chiffres, effectivement, et l'impact sur la demande. Mais dans l'ensemble, on a vu des hausses de prix très importantes. Donc, l'objectif des entreprises, c'est à minima, effectivement, de passer... Coûte que coûte, on passera les Nike montent bien là, sur la désescalade entre la Chine et les États-Unis. Mais est-ce qu'ils feront un peu machine arrière? Est-ce qu'ils reverront la majorité des hausses de prix dans certains secteurs ont déjà été effectivement enclenchées là, au 1er mai. Donc, voilà. Oui, imaginez que la charge puisse être répartie entre entreprises. Alors, entreprises exportatrices, entreprises importatrices et consommateurs final. Je ne sais pas si l'économiste a un regard là-dessus, Florent. Non, mais en revanche, sur ce qui vient d'être dit sur les passages de prix, ça me paraît assez clair. C'était effectivement que sur un malentendu, ça peut passer, quoi. C'est-à-dire que les entreprises sont en capacité aujourd'hui d'augmenter leurs prix. Effectivement, la crise Covid l'a montré que le consommateur pouvait être captif. En fait, la situation actuelle, certes, il n'y a pas de choc de demande, mais l'économie n'est pas encore en train de se dégrader drastiquement. C'est-à-dire qu'il y a encore l'emploi qui tient. Les Américains ont un travail et donc sont rémunérés, les revenus réels continuent d'augmenter. Ce qui s'est passé, c'est que pour le moment, justement, c'est assez atypique. C'est-à-dire que les revenus des ménages ont augmenté, le revenu réel des ménages a augmenté, mais ils n'ont pas consommé en retour. Donc ils commencent à épargner un peu. Ce qui veut dire qu'il y a eu une sorte d'épargne sur les 2-3 derniers mois qui a contribué à la baisse de la consommation qu'on a observée. Donc il y a encore du jus, si je peux me permettre, pour consommer, entre guillemets. Et donc in fine, pour qu'il y ait des hausses de prix qui passent. Et en fait, s'ils ne prennent pas cette fenêtre-là maintenant, les entreprises, j'entends, pourront pas... Après, ce sera trop tard peut-être. Après, peut-être qu'il y a certaines entreprises qui vont faire le choix de rogner sur leurs marges. Et voilà. Après, c'est au cas par cas, effectivement. Ce qui milite aussi pour que dans les chiffres d'inflation, on voit quelque chose de plus graduel, parce que toutes les entreprises ne vont pas adapter la même stratégie au même moment. Et on pourrait même avoir des entreprises qui, par effet d'aubaine, dans le secteur des services par exemple, pour gagner de la part de marché, décident de faire des choses, ou même d'autres qui montent leur prix, alors qu'ils ne sont pas concernés par les droits de douane. Parce que les autres le font. L'inflation d'atmosphère, quoi. Le c'est truc, c'est bien. L'ambiance un peu bien inflationniste. Qu'est-ce que ça change pour l'Europe? Si jamais on avance vers un deal entre les États-Unis et la Chine, alors l'idée qu'il y aura un socle minimum de 10%, sans doute un peu plus pour la Chine, parce que c'est la Chine. 34%, c'est vu plutôt comme un plafond par Scott Bessent. Alors il faut rajouter les 20% de tarifs fentanyl. Bref, c'est des calculs un peu compliqués, mais ça peut s'établir autour de, 50-60%. C'est les chiffres d'ailleurs qui circulaient pendant la campagne de Donald Trump. Si c'est le cas, est-ce que c'est bon pour l'Europe? Est-ce que là aussi, c'est des risques en moins peut-être pour l'Europe? On a beaucoup parlé de l'idée que les produits chinois allaient trouver encore plus de débouchés sur une zone ouverte au libre-écéchange comme l'est l'Europe aujourd'hui. Et envie d'acheter chinois. Ils consomment tout simplement. Parce que pour le moment, en zone euro, en tout cas, si on nommait le Royaume-Uni, qu'on parle vraiment que de la zone euro, les chiffres de consommation repartent légèrement à la hausse, mais c'est pas encore, pardonnez-moi l'expression, la folie, quoi. C'est encore assez timide. Même la confiance du consommateur, alors même que l'inflation diminue, diminue aussi. Donc, à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer. Les gains de pouvoir d'achat ne se traduisent pas nécessairement par plus de consommation, même si la situation actuelle est meilleure que les derniers trimestres. Il y a quand même du mieux. Et donc de ce point de vue-là, en réalité, ce qui est assez paradoxal, et pour une fois qui joue en notre faveur, la zone euro, c'est que la zone de stabilité de politique économique, d'une certaine manière, elle se retrouve chez nous. Alors après, si on prend le cas de la France, peut-être pas, mais la zone euro dans son ensemble... Il ne faut pas avoir un biais trop franco-français en ce moment, parce que la zone euro, on est plutôt à l'inverse de ce qui se passe ailleurs, peut-être. Exact. Et donc de ce point de vue-là, en zone euro, on se rend compte que Front uni est certainement pas le terme le plus approprié, mais en tout cas, ce qu'on voit, ce qui s'est passé ce week-end, avec, alors encore une fois, on enlève le Royaume-Uni, mais on a quand même l'Allemagne et la France qui, sur le sujet de la guerre en Ukraine, se réunissent ensemble. On a les plans allemands
qui peuvent venir au secours d'une croissance économique européenne qui pourrait être pénalisée par les droits de douane. Donc en réalité, la zone de stabilité, encore une fois, je mets des guillemets, ça devient l'Europe. Et en termes de marché financier, bon, vous le savez, je suis assez optimiste sur la zone euro depuis que je viens, depuis le début de l'année. Mais c'est confirmé. Pour le coup, oui, et je pense que ça va se prolonger. La performance, la surperformance relative de la zone euro vis-à-vis des États-Unis, à mon sens, va se prolonger. C'est au-delà de la guerre commerciale même, c'est une guerre d'attractivité du capital qui se joue là pour des zones économiques comme l'Europe. Être capable de montrer un visage un peu différent, être capable d'attirer les capitaux qu'on n'a pas su attirer peut-être pendant ces dernières années, Axel. Ou du moins siphonner l'excès d'épargne qu'on envoie ailleurs. C'est un peu le complémentaire de ce que vous dites. Moi, ça me fait penser à quelque chose quand Trump prétend vouloir relocaliser les États-Unis. Ils ont bénéficié d'une situation ces dernières années qui était extrêmement favorable. D'ailleurs, on a vu les chiffres d'investissement direct vers les États-Unis être très fortement favorisés par le durcissement du régime chinois qui a complètement effrayé beaucoup de monde. Les flux d'investissement vers la Chine. Et l'Europe qui manquait de croissance et qui objectivement n'était plus en capacité d'être le pôle d'attractivité. Donc oui, il faut essayer, avec la politique économique qu'on a, avec une politique monétaire qui va s'assouplir, qui va continuer de s'assouplir et qui a pas mal de marge de manœuvre, avec des politiques budgétaires qui enfin font leur évolution. Quand on pense à l'Allemagne, et probablement, je pense que le consensus Draghi va se dessiner quand on s'approchera vers 2027. On ne va pas rembourser la dette Next Gen EU demain. On va la proroger et probablement la compléter par d'autres programmes. Donc, je pense qu'on a effectivement fenêtre ouverte pour faire un peu de croissance en Europe avec une politique économique qui sera plus prévisible et à terme, je ne sais pas quand, mais assez rapidement, des relations un peu plus normalisées avec le Royaume-Uni, qui sont l'absurdité des années 2010. Donc, je pense que ça va être à l'avantage de l'Europe pendant les prochaines années, a priori. Et d'ailleurs, c'est assez frappant de voir le DAX être sur des sommets, alors que c'est l'indice exportateur par excellence, et qui finalement peut-être traduit déjà un petit peu ça. Alors, il y a d'autres indices en Allemagne. Ouais, il y a d'autres indices en Allemagne qui ont encore de la place pour rattraper. Là, je me tourne vers Adrien, mais c'est vrai qu'on a beaucoup regardé le DAX, dividendes réinvestis, avec des effets de pondération aussi qui jouent beaucoup en faveur du DAX. On a beaucoup parlé de SAP ou de quelques autres. Mais cette chance, cette fenêtre ouverte là pour l'Europe, oui, elle doit continuer de se traduire vers des flux de capitaux vers nos marchés boursiers, ce qui nous intéresse, et ça doit pouvoir permettre une prolongation de ce qu'on observe, une surperformance. On va se le souhaiter. Déjà quand ça commence comme ça, c'est que... Je rappelle quand même, si on regarde juste les flux sur les marchés actions, il y a une grosse partie en fait qui est venue sur des paniers de valeurs qui ont concerné soit les small mid allemandes bénéficiant du plan, soit les valeurs de défense. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, dans une journée où il y a un retour d'appétit pour le risk-on, c'est des endroits où on retire pour aller retrouver des paniers plus traditionnels, type l'IA ou autre chose d'innovation technologique côté américain. Donc voilà, le côté jeu de vase communicant et l'idée que l'Europe offrait des opportunités d'investissement un peu décorrélées de la situation commerciale ou géopolitique mondiale, ça a donné à ces 6 mois de surperformance qui ont été quand même assez agréables. Mais vous dites, on est déjà en train de se détourner de cette thématique de la relance allemande, de cette thématique de la défense européenne qui a peut-être vu le jour là en fin de semaine dernière avec la coalition des volontaires. On est déjà en train de se détourner de ça parce que on aura une rencontre Zelensky-Poutine cette semaine. On peut se poser la question. Alors après, sur la situation de la défense, il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, il y a le sujet de l'aviation commerciale qui est quand même un élément important. La majorité d'entreprises qui sont aussi dans le monde du militaire et qui pourraient avoir un impact à court et moyen terme sur la vente de certains de leurs équipements. Mais voilà, je dis juste que les flux sont venus sur des paniers. Donc maintenant, il faut que ça se développe ou déploie plus largement que juste effectivement sur quelques valeurs très très cibles. Et je pense que ça sera un signal plus intéressant et plus structurant. Après, oui, c'est vrai que quand on se projette à 3 ans, si on a ce plan allemand, une visibilité plus forte sur une croissance économique européenne qui pourrait progressivement se rapprocher d'une croissance structurelle à 1,5, 2%, oui, ça change fondamentalement quand même un petit peu l'équation et ça redonne une attractivité très très forte. Après, sur la compétitivité des investissements sur l'Europe, là, on est encore sur des sujets un peu compliqués. Quand on voit tous les débats qu'il y a sur l'énergie en Europe au sens large, ce qui s'est passé en Espagne, les questions que ça pose sur le réseau européen, il y a encore quelques éléments quelques
quelques cases qui ne sont pas encore cochées pas pour qu'un industriel se dise bon, ouais. ok, je viens investir durablement en Europe pour créer une capacité de production. Je ne suis pas sûr qu'on en soit encore là. Mais oui, il y a quelques signaux qui sont assez favorables. Bon, alors on s'interrogeait le DAX au sommet. Et pourquoi est-ce que les marchés chinois réagissent aussi bien, mais surtout performent aussi bien depuis le début de l'année? Et puis même, on peut prendre plein de dates différentes, mais on peut prendre la date du 20 janvier. Depuis le 20 janvier, le marché chinois... Oui, alors il y a plusieurs mieux choses. En dollars que le marché américain. Il y a plusieurs choses. Il y a DeepSeek, je pense qu'il y a quand même un élément important pour la capacité de la Chine à montrer qu'elle peut innover, ou qu'en tout cas qu'elle peut suivre le nouveau cycle d'innovation. Et qu'elle n'est pas juste embourbée dans une crise immobilière sans fin. On avait eu beaucoup de débats il y a 6-8 mois sur c'est quoi la nouvelle industrie qui va redonner de l'attractivité à la Chine. On avait beaucoup vu les véhicules électriques, les secteurs autour de la transition sur lesquels la Chine était allée à la pointe. On avait besoin d'autres choses. Bon, ils sont arrivés visiblement avec d'autres technologies sur l'IA. Ils continuent à nous surprendre positivement sur ce qu'ils sont capables de proposer. Donc ça crée déjà un afflux de capitaux, ou en tout cas d'intérêt pour certains secteurs. Après, il y a l'ébullition en ce moment en termes d'IPO. Il y a beaucoup d'entreprises cotées sur le A-Shares qui viennent à Hong Kong. Ouais. Il y en a encore une ce matin qui a annoncé qu'elle allait les faire. CATL, c'est ça, effectivement. CATL qui le fait pour 4 le roi milliards, de la batterie. Avec une décote qui est très faible par rapport à ce qu'on attend traditionnellement sur une société A-Shares qui vient se coter à Hong Kong. On parle de 4-5%. D'habitude, c'est plutôt 10-15%. Donc on sent qu'il y a de l'appétit pour ce type d'introduction en bourse, avec là aussi une entreprise qui devient un vrai leader, qui a comme son concurrent BYD annoncé qu'elle avait une nouvelle technologie de batterie qui pouvait se recharger entre 5 et 8 minutes. C'est ça, ouais. 400, 500 km d'autonomie, c'est ça? Voire même un peu plus. Voire même un peu plus. Il faudra voir ce que ça donne en réalité, mais voilà, en tout cas, c'est ce qui est annoncé. Donc oui, il y a une vraie capacité de la Chine à montrer qu'elle a une capacité d'innovation. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi le resserrement de l'étau qui avait été un petit peu mis par le parti et Xi Jinping directement sur la gouvernance des entreprises chinoises, qui a eu tendance aussi un peu à se desserrer. Ouais. Alors, c'est aussi de la communication et tout ce qui a été fait autour pas des sets magnifiques, mais de l'équivalent côté chinois, avec la photo avec Xi Jinping et tous les rois de la tech côté chinois. Oui, ça donne quand même des signaux sur le fait qu'on veut encourager l'innovation et les entreprises privées, le capital privé. Donc oui, il y a quelques signaux positifs avec une décote historique, avec une prime de risque qui est très, et donc très élevée. Et donc les 30% de barrière douanière, ou si on tombait à 50 ou 60% de barrière douanière pour les produits chinois sur le marché américain... Ça change la donne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche pas jusqu'à présent les marchés boursiers chinois de rebondir. Non, mais là, ça donne un souffle supplémentaire sur la capacité d'exportation. Et je le redis, je pense surtout, moi, typiquement, pour être assis dans les entreprises qui sont très exportatrices, pas forcément aux États-Unis, mais dans d'autres pays, la question, c'était est-ce que la Chine va réussir, les États-Unis vont réussir à imposer aux autres partenaires économiques de moins travailler avec la Chine. Est-ce que quand on dit que le Brésil, c'est que 10%, en fait, on ne dit pas en sous-jacent, quand on est américain, au Brésil, qu'il faut moins travailler avec les Chinois? Ce qu'on comprend là des négociations, c'est que c'est pas l'enjeu finalement. Alors qu'on pensait que Donald Trump voulait isoler la Chine, casser les liens entre la Chine et le reste du monde. Ce qu'on comprend de ce matin, c'est que c'est pas vraiment l'objectif. Donc ça sera un bon signal. Plutôt vu, c'est ce qu'on disait. On a plutôt vu même des routes se renforcer, des liens se renforcer. Alors là, c'est l'exemple de la Chine. Peut-être que l'Europe. D'ailleurs, je suis étonné. Peut-être que le Royaume-Uni, dans l'accord commercial avec les États-Unis, aurait réussi bien fait de se tourner vers l'Europe pour essayer de nouer là aussi des accords commerciaux à nouveau, ou améliorer encore des accords commerciaux avec l'Europe continentale avec laquelle c'est peut-être plus facile d'échanger qu'avec les États-Unis. En réalité, c'est même ce qu'on voyait déjà avant Donald Trump, puisqu'il y a eu ce nouveau mot qui est rentré dans le débat public, le mot de dérisquage. Cette idée qu'effectivement les entreprises doivent diversifier leurs sources d'approvisionnement. On avait parlé d'Apple à un moment, mais surtout le fait marquant, c'était la pandémie. Je vais être très caricatural, mais on s'était rendu compte que le paracétamol n'était pas produit en France et donc on en manquait pour soigner nos maux de tête, les masques, etc. Là je le fais exprès. Mais il y a quand même cette idée que les entreprises, à un moment donné, ne peuvent pas dépendre d'une seule source d'approvisionnement. Et cette thématique-là, elle était déjà là avant Donald Trump. Donc en réalité, il vient accélérer le mouvement, si je puis dire. Accélérer cette volonté, cette idée qu'effectivement on est dans un nouveau monde, un monde beaucoup plus fragmenté où les chaînes de valeur moins optimales. Moins optimales. Du point de vue, alors oui. Ça va, alors là on pourrait du rentrer. point de vue de la fluidité le débat pourrait durer. J'entends. Mais en effet, il y a quand même cette idée qu'on est quand même dans un nouveau monde qui est beaucoup plus fragmenté. Et Donald Trump vient appuyer là-dessus. Mais ces tendances structurelles-là, elles étaient déjà présentes auparavant. Quand je dis moins optimal, ça veut surtout dire plus coûteux. C'est-à-dire que... De ce point de vue-là, oui. Oui. D'accord avec ça. Et ça veut dire, alors je ne sais pas, sur des horizons de temps assez longs,
Il est à combien le marché américain encore là 20, 21 fois on paye les bénéfices, une vingtaine de fois, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'étiage historique qu'on aura encore devant nous, ou est-ce que non, la norme de valorisation des actifs boursiers sera structurellement plus basse demain ? Oui, surtout qu'on part peut-être de niveaux de marge qui sont encore très élevés. Là, c'est plutôt cette question-là, et encore une fois, on reboucle sur la discussion sur la capacité de passer les coûts au consommateur final. Je pense que 20-21 fois, ça peut se comprendre avec un niveau de marge qui n'est jamais attaqué finalement, et une croissance américaine qui ne serait pas entamée, même si elle s'est nourrie de choses qui vont pas se répéter a priori, comme l'immigration par exemple. Simplement, ça va être un des gros coups de frein à l'économie américaine dans les années à venir. Donc c'est sûr qu'on va probablement quand même changer le monde. Si vous regardez des PE chiller, on est à 27 fois, ce qui est 4 ou 5 points au-dessus de la norme historique, même si on s'en écarte. Donc lycée du cycle, des PE de long terme, lycée du cycle. Et de l'inflation. Donc on a comme ça, en termes de valorisation, toujours un biais d'optimisme qui est encore renforcé ces dernières heures. Mais bon, on verra. Oui, c'est la nature des investisseurs, actions notamment, de garder au moins une petite part d'optimisme dans leur façon d'agir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Axel Bott, Ostrom Asset Management, Florent Vabon, Ecofi, Adrien Dumas, Mandarin Gestion.